En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, environ 105 personnes viennent de mourir dans les 60 dernières secondes. 2 êtres humains par seconde. 2 cœurs qui s'arrêtent. 2 cerveaux qui s'éteignent. 2 univers intérieurs qui disparaissent. Et voici ce qui est véritablement terrifiant dans cette réalité. Chacune de ces personnes sait désormais quelque chose que vous et moi ignorons. Ou bien, ne savent-elles plus rien du tout? C'est la question la plus ancienne de l'humanité, la plus universelle, la plus inévitable. Qu'arrive-t-il après la mort? Non pas selon les religions, non pas selon les philosophies, non pas selon les croyances populaires ou les traditions ancestrales, mais selon la science, selon les données, selon les expériences menées dans des laboratoires, les études publiées dans des revues à comité de lecture, les observations de médecins et de chercheurs qui ont passé leur vie entière à scruter ce moment précis où la vie bascule dans autre chose. Et ce que la science a découvert est infiniment plus étrange, plus complexe, plus dérangeant et plus fascinant que tout ce que vous pourriez imaginer. Pensez-y un instant. Vous êtes en vie en ce moment. Votre cœur bat, votre sang circule, vos neurones s'allument par milliards, créant cette chose extraordinaire que nous appelons la conscience, cette expérience subjective d'être vous, de voir le monde à travers vos yeux, de ressentir, de penser, de rêver. Mais un jour, et c'est une certitude absolue, tout cela s'arrêtera. Votre cœur frappera un dernier coup, votre dernier neurone s'éteindra. Et alors quoi? Le noir total? Le néant absolu? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose que la science commence à peine à entrevoir. Avant de plonger dans ce voyage, laissez-moi vous donner quelques faits qui vont immédiatement bousculer ce que vous croyez savoir sur la mort. Premier fait, votre corps reste vivant pendant des minutes, parfois des heures après que vous êtes déclaré mort. Vos cellules ne savent pas que vous êtes mort. Elles continuent de fonctionner, de consommer de l'énergie, de tenter de survivre. Deuxième fait, en 2022, des scientifiques de l'université Yale ont réussi à ranimer des cellules dans des porcs morts 1 heure complète après leur décès. Ce qui soulève une question fondamentale. Quand êtes-vous véritablement mort? Et troisième fait, il existe une expérience célèbre où un médecin a placé des mourants sur des balances de précision et a affirmé que l'âme pesait exactement 21 grammes. Quatrième fait, des physiciens quantiques affirment désormais que la conscience pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que la gravité ou l'électromagnétisme. Cinquième fait, et celui-ci est peut-être le plus troublant de tous, après votre mort, certains de vos gènes s'activent. Des gènes qui étaient dormants pendant toute votre vie, qui n'avaient jamais servi à rien, se mettent soudainement en marche, comme s'ils attendaient ce moment précis. Aujourd'hui, nous allons entreprendre le voyage le plus vertigineux que la science ait jamais tenté. Depuis la seconde exacte où votre cœur s'arrête, non à travers chaque étape de ce qui arrive à votre corps, à votre cerveau, à votre conscience, jusqu'aux découvertes les plus récentes de la science, de pointe sur la question de savoir s'il existe quoi que ce soit de l'autre côté. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la science brute, rigoureuse, documentée. Et je vous promets qu'à la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais la mort de la même manière. Et si vous êtes quelqu'un qui s'est déjà demandé ce qui se passe quand nous mourrons, et soyons honnêtes, qui ne se l'est jamais demandé,
Alors restez avec moi, parce que nous allons explorer ce sujet en profondeur comme il n'a peut-être jamais été exploré auparavant. Maintenant, commençons par le commencement. Et le commencement, c'est une question étonnamment difficile. Ou qu'est-ce que la mort? Vous pensez connaître la réponse. Le cœur s'arrête, la respiration cesse, c'est fini. Mais la réalité est infiniment plus compliquée que cela. Pendant des millénaires, l'humanité a lutté pour définir ce moment précis où une personne passe de vivante à morte, et nous n'y sommes toujours pas parvenus avec certitude. Il y a 200 ans, la méthode pour déterminer si quelqu'un était mort était d'une simplicité presque comique. On plaçait un miroir sous le nez du patient. Si le miroir ne s'embuait pas, la personne était déclarée morte. On écoutait la poitrine pour détecter un battement de cœur. Pas de battement, pas de vie. C'était aussi simple que cela, et aussi terriblement imprécis que cela. Les conséquences de cette imprécision étaient horrifiantes. Tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, il existait une peur très réelle, très répandue et parfaitement justifiée d'être enterré vivant. Ce n'était pas une phobie irrationnelle. C'était un fait documenté. Lorsque des cimetières anciens ont été exhumés pour faire place à de nouvelles constructions, les ouvriers ont parfois découvert des cercueils dont l'intérieur portait des marques de griffures, des ongles brisés incrustés dans le bois, des corps retournés face contre le fond du cercueil, des gens qui s'étaient réveillés dans l'obscurité totale, 6 pieds sous terre, et qui avaient tenté désespérément de s'échapper avant de mourir d'asphyxie. Cette terreur était si répandue qu'elle a donné naissance à une invention remarquable, le cercueil de sécurité. Ces cercueils étaient équipés d'une cloche reliée par une corde à la main du défunt. Si la personne se réveillait, là où elle pouvait tirer la corde et sonner la cloche. C'est de là, selon certaines théories populaires, que viendraient les expressions « saved by the bell » et « graveyard shift », le quart de nuit dans le cimetière, celui du gardien qui devait écouter si une cloche sonnait parmi les tombes. Aujourd'hui, avec notre technologie moderne, nous pensons avoir résolu ce problème. Mais la vérité est que nous avons simplement rendu la question plus complexe. La médecine moderne reconnaît en réalité plusieurs types de morts, et les frontières entre eux sont floues, contestées et en constante évolution. Il y a d'abord la mort clinique. C'est le moment où le cœur cesse de battre et la respiration s'arrête. C'est le moment que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à la mort. Mais voici la chose cruciale. La mort clinique est réversible. C'est exactement ce que fait la réanimation cardio-pulmonaire, la RCP. Elle ramène des gens de la mort clinique. Des millions de personnes dans l'histoire de la médecine moderne ont été cliniquement mortes et sont revenues. Ce qui signifie que la mort clinique n'est pas vraiment la mort. C'est une pause, un entre-deux, un seuil. Ensuite, il y a la mort biologique. C'est le moment où les cellules du corps commencent à mourir de manière irréversible, où les dommages deviennent trop importants pour être réparés. Mais quand exactement cela se produit-il? C'est là que les choses deviennent extraordinairement compliquées. Car, comme nous le verrons, les cellules ne meurent pas toutes en même temps. Certaines cellules du cerveau peuvent mourir en 4 minutes sans oxygène. D'autres cellules du corps peuvent survivre des heures, y voire des jours. Vos cellules de peau sont encore vivantes 12 heures après votre mort. Vos cellules musculaires survivent pendant des heures. Votre matériel génétique
continue de fonctionner pendant des jours. Alors, quand êtes-vous biologiquement mort? Quand la première cellule meurt? Quand la dernière cellule meurt? Quand un certain pourcentage de cellules meurt? Personne ne peut répondre avec certitude. Et puis, il y a la mort cérébrale, qui est la définition légale de la mort dans la plupart des pays développés. La mort cérébrale survient lorsque toute activité dans le cerveau, y compris le tronc cérébral qui contrôle les fonctions automatiques comme la respiration, cesse de manière permanente. C'est le point de non-retour, du moins selon la définition actuelle. Mais même cette définition est contestée. Il y a des cas qui défient cette catégorisation nette. Le cas de Jahi McMath est peut-être le plus célèbre et le plus troublant. En 2013, cette adolescente de 13 ans a subi une amygdalectomie de routine, une opération banale pour retirer les amygdales. Quelque chose a terriblement mal tourné. Elle a commencé à saigner abondamment. Son cœur s'est arrêté. Lorsqu'il a été relancé, les médecins ont déterminé qu'elle était en état de mort cérébrale. Légalement, elle était morte. Mais sa famille a refusé d'accepter ce verdict. Ils ont obtenu qu'elle soit maintenue sous assistance respiratoire. Et son corps a continué à fonctionner. Pas simplement à être maintenu en vie par des machines, mais à fonctionner. Son corps a traversé la puberté. Elle a eu ses premières règles. Son corps a grandi. Des signes que son cerveau, et d'une manière ou d'une autre, envoyait encore certains signaux. Elle est restée dans cet état pendant 4 ans et demi avant de mourir de complications en 2018. Son cas a divisé la communauté médicale et posé une question dérangeante. Si une personne en état de mort cérébrale peut encore traverser la puberté, est-elle vraiment morte? Et il y a un phénomène encore plus troublant que les médecins connaissent bien, mais dont on parle rarement. Le phénomène de Lazare. C'est le retour spontané de la circulation sanguine après l'arrêt des tentatives de réanimation. En d'autres termes, des personnes dont le cœur s'est arrêté, sur lesquelles on a pratiqué la RCP pendant parfois 30 minutes ou plus sans succès, sur lesquelles les médecins ont abandonné et déclaré le décès, et dont le cœur repart tout seul. Quelques minutes, parfois quelques heures après avoir été déclarée morte. La littérature médicale contient des dizaines de cas documentés. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas de l'anecdote. Ce sont des cas médicaux publiés dans des revues scientifiques respectées. Et chacun de ces cas pose la même question lancinante. Si nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur le moment où la mort survient, comment pouvons-nous espérer savoir ce qui vient après? C'est avec cette humilité, cette reconnaissance de l'immensité de notre ignorance que nous devons aborder la suite de ce voyage. Parce que ce que je m'apprête à vous décrire, c'est un compte rendu seconde par seconde, minute par minute, jour par jour, de ce que la science a documenté sur ce qui se passe après la mort. Et certaines de ces découvertes sont véritablement dérangeantes. Commençons par le tout début, la seconde 0, le moment exact où le cœur s'arrête. Ce moment peut survenir de 1000 façons différentes. Un infarctus du myocarde où un caillot bloque une artère coronaire et prive le muscle cardiaque d'oxygène. Une arythmie fatale où le système électrique du cœur se dérègle et le muscle se met à trembler au lieu de pomper. Un traumatisme, une hémorragie, une noyade, un empoisonnement. 1000 causes, mais un seul résultat. Le cœur cesse de se contracter de manière efficace. Le dernier battement n'est généralement pas dramatique. Ce n'est pas comme dans les films où le moniteur émet un long bip continu.
En réalité, le cœur s'affaiblit progressivement. Les battements deviennent irréguliers, puis plus faibles, puis plus espacés, puis il y a un dernier battement, et souvent si faible qu'il est à peine perceptible, et puis plus rien. Le signal électrique qui a maintenu ce muscle en mouvement depuis avant votre naissance, ce signal qui a battu environ 2,5 milliards de fois au cours d'une vie moyenne, ce signal s'éteint. Et la pression artérielle, cette force qui poussait le sang à travers 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins, tombe à zéro. Ce qui se passe ensuite dans les 10 premières secondes est d'une rapidité stupéfiante. Votre cerveau est l'organe le plus gourmand en énergie de votre corps. Il ne représente que 2% de votre masse corporelle, mais il consomme 20% de tout l'oxygène que vous respirez. Il est absolument dépendant d'un approvisionnement constant en sang oxygéné. Et il détecte la moindre interruption presque instantanément. Dans les premières secondes après l'arrêt du cœur, le cerveau réalise que quelque chose de catastrophique est en train de se produire. Les niveaux d'oxygène dans le sang cérébral commencent à chuter. Les capteurs chimiques dans le cerveau déclenchent une alarme et le cerveau entre dans ce que l'on pourrait décrire comme un mode de panique biochimique. Une avalanche de neurotransmetteurs est libérée. De la norépinéphrine, l'hormone du stress et de l'alerte, de la sérotonine, impliquée dans la régulation de l'humeur et de la conscience, de la dopamine, associée au plaisir et à la récompense, du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur. C'est une tempête chimique d'une intensité que le cerveau n'a jamais connue pendant la vie. Et c'est ici, dans ces premières secondes, ce que la question la plus fondamentale se pose. Êtes-vous encore conscient? La réponse de la science est très probablement oui, pendant un certain temps. Les études d'électroencéphalographie, ou EEG, menées sur des patients en arrêt cardiaque, montrent que le cerveau ne s'éteint pas comme un interrupteur. Il ne passe pas instantanément de « allumé » à « éteint ». Au contraire, quelque chose d'extraordinaire et d'inattendu se produit. En 2023, une étude de l'Université du Michigan, dirigée par la neuroscientifique Jimo Borjigin, a fait une découverte qui a secoué le monde de la neuroscience. En étudiant l'activité cérébrale de patients en arrêt cardiaque, les chercheurs ont découvert que dans les secondes suivant l'arrêt du cœur, le cerveau ne faiblit pas, il s'intensifie. Il y a une augmentation massive de l'activité gamma. Et les ondes gamma sont les ondes cérébrales les plus rapides, oscillant entre 30 et 100 Hz. Elles sont associées aux fonctions cognitives les plus élevées, la conscience, la perception, l'intégration de l'information, la formation de la mémoire et ce que les neuroscientifiques appellent la liaison de la conscience, le processus par lequel le cerveau unifie toutes les informations sensorielles en une expérience cohérente, unique, c'est-à-dire l'expérience d'être vous. Et cette augmentation d'activité gamma ne se produit pas n'importe où dans le cerveau. Elle se concentre spécifiquement dans une zone appelée la jonction temporo-pariéto-occipitale, ou zone TPO. C'est une région du cerveau qui se trouve à l'intersection de 3 lobes cérébraux, et elle est associée à certaines des fonctions les plus fascinantes et les plus mystérieuses du cerveau humain. Les rêves, les hallucinations, les expériences de sortie du corps, la conscience de soi, le traitement de l'information visuelle et spatiale. C'est la zone qui s'active quand vous rêvez. C'est la zone qui s'active lors de certaines expériences mystiques.
et c'est la zone qui explose d'activité au moment de la mort. Ce que cela signifie est profondément troublant. Au moment de la mort, le cerveau semble avoir son expérience la plus intense, pas la plus faible, pas un déclin progressif vers le néant, une explosion, un feu d'artifice neuronal, comme si le cerveau, dans ces derniers instants, concentrait toute son énergie restante dans une dernière expérience massive. Les chercheurs ont été stupéfaits. Ce n'était pas ce qu'ils attendaient. La théorie conventionnelle prédisait un déclin graduel et ordonné de l'activité cérébrale. Ce qu'ils ont trouvé était le contraire exact. Mais que signifie cette explosion d'activité? Il y a deux interprétations radicalement différentes et la science n'a pas encore tranché entre elles. La première interprétation est ce qu'on appelle l'hypothèse du cerveau mourant. Selon cette théorie, cette explosion d'activité est le dernier soubresaut d'un organe en train de mourir. C'est le cerveau qui se noie et qui se débat. C'est une décharge désordonnée de neurones mourants, un feu d'artifice biochimique sans signification profonde, qui produit des hallucinations intenses, mais qui n'a aucune réalité en dehors du crâne du mourant. Selon cette interprétation, les visions, les tunnels de lumière, dans les rencontres avec des êtres chers décédés que rapportent certaines personnes ayant frôlé la mort, ne sont que le bruit blanc d'un cerveau en train de s'effondrer. La deuxième interprétation est bien plus troublante. Certains chercheurs, et pas des moindres, suggèrent que le cerveau pourrait être en train de percevoir quelque chose de réel, que cette explosion d'activité dans la zone TPO, précisément la zone associée à la conscience et à la perception, pourrait être le cerveau qui s'ouvre à une réalité qu'il est normalement trop occupé à filtrer. Nous reviendrons sur cette idée car elle est au cœur de l'une des théories les plus fascinantes et les plus controversées de la neuroscience moderne. Pendant ce temps, dans les secondes qui s'écoulent entre la 10e et la 30e seconde après l'arrêt du cœur, une autre catastrophe se déroule au niveau cellulaire. Les neurones, privés d'oxygène, commencent à épuiser leurs réserves d'ATP, l'adénosine triphosphate, la molécule qui est la monnaie énergétique de toute cellule vivante. Sans ATP, les pompes ioniques qui maintiennent l'équilibre chimique délicat de chaque neurone commencent à défaillir. Ces pompes sont normalement responsables de maintenir une différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Plus de potassium à l'intérieur, plus de sodium à l'extérieur. C'est cette différence de concentration qui permet aux neurones de générer des signaux électriques. C'est littéralement la base de toute pensée, de toute sensation, de toute conscience. Quand les pompes échouent, le sodium et le calcium envahissent les cellules. Le potassium s'échappe. C'est ce qu'on appelle la cascade ischémique, un effondrement en domino de la machinerie cellulaire. Les membranes des cellules deviennent instables. Les mitochondries, ces petites centrales énergétiques à l'intérieur de chaque cellule, cessent de fonctionner. Des radicaux libres, des molécules hautement réactives et destructrices sont libérées en masse. Les cellules commencent à se digérer elles-mêmes. Mais voici le point crucial. Même à ce stade, entre 30 secondes et 1 minute après l'arrêt du cœur, le cerveau n'est pas mort. Il est gravement endommagé, il est en train de mourir, mais il n'est pas encore mort. C'est la fenêtre critique dans laquelle la RCP et la défibrillation peuvent encore faire la différence. C'est pourquoi les ambulanciers courent. C'est pourquoi chaque seconde compte.
parce que, pendant ces premières minutes, chez la mort est encore un processus, pas un événement. C'est un verbe, pas un nom. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes en train de mourir. Et la différence entre ces deux états est tout ce qui compte. Il existe des cas extraordinaires de personnes qui ont été ramenées après des périodes prolongées de mort clinique. Les cas les plus remarquables impliquent presque toujours le froid. La noyade en eau froide, en particulier, a produit des résurrections qui défient l'entendement. Le froid ralentit le métabolisme cellulaire, réduisant la demande en oxygène et ralentissant la cascade ischémique. Il y a des cas documentés de personnes, en particulier des enfants dont le métabolisme se ralentit plus efficacement, qui ont été submergés dans l'eau glacée pendant plus d'1 heure et qui ont été ranimés sans dommages cérébraux permanents. À 1 heure sans cœur battant, sans respiration, sans circulation sanguine, sans oxygène atteignant le cerveau. Et pourtant, elles sont revenues. Elles se sont assises dans leur lit d'hôpital et ont parlé. Comme si la mort n'était qu'une parenthèse que le froid avait su maintenir ouverte. Mais la question que tout le monde se pose, la question qui hante l'humanité depuis l'aube de la conscience, n'est pas ce qui arrive au corps. C'est ce qui arrive à l'esprit. Ce qui arrive à cette chose intérieure. Cette chose qui regarde à travers vos yeux. Cette chose qui est en train de comprendre ces mots en ce moment même. Qu'arrive-t-il à votre expérience subjective, à votre conscience, quand votre cerveau s'éteint? Et c'est ici que nous entrons dans ce qui est peut-être la partie la plus fascinante de tout ce voyage, la science des expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, ou UMI, sont loin d'être un phénomène marginal. Des millions de personnes à travers le monde rapportent en avoir vécu. Selon les estimations les plus conservatrices, entre 10 et 20% de toutes les personnes qui survivent à un arrêt cardiaque rapportent une expérience structurée et cohérente pendant la période où elles étaient cliniquement mortes. Pas un rêve vague, pas un souvenir fragmenté. Une expérience vivide, souvent décrite comme plus réelle que la réalité elle-même, avec une clarté et une intensité que les personnes disent n'avoir jamais connues dans leur vie normale. Pendant longtemps, la science a ignoré ou rejeté ces témoignages. Mais au cours des dernières décennies, des chercheurs rigoureux ont décidé de les étudier avec les outils de la science moderne. Et ce qu'ils ont trouvé est dérangeant. L'étude la plus ambitieuse et la plus rigoureuse jamais menée sur les expériences de mort imminente est l'étude AWARE, dirigée par le docteur Sam Parnia de l'Université de New York. AWARE signifie Awareness During Resuscitation, conscience pendant la réanimation. La première phase de l'étude, AWARE 1, a été lancée en 2008 et publiée en 2014. Elle a impliqué 2060 patients victimes d'arrêt cardiaque dans 15 hôpitaux répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche. La méthodologie était ingénieuse. Dans les salles de réanimation de ces hôpitaux, les chercheurs ont installé des étagères placées en hauteur, visibles uniquement du plafond. Sur ces étagères, ils ont placé des images spécifiques, des cibles visuelles que seule une personne flottant au-dessus de son corps pourrait voir. L'idée était simple. Si les gens rapportent des expériences de sortie du corps, si ces expériences sont réelles et pas simplement des hallucinations, alors ces personnes devraient être capables de décrire les images sur les étagères. Les résultats de l'étude AWARE 1 ont été complexes et nuancés. Sur les 2060 patients, 330 ont survécu.
Parmi les survivants, 140 ont pu être interviewés. Et parmi ceux-ci, 39% ont rapporté une certaine forme de conscience pendant leur arrêt cardiaque. 9% ont rapporté des expériences compatibles avec les critères classiques d'une expérience de mort imminente. Et 2% ont rapporté une conscience explicite avec des souvenirs visuels et auditifs vérifiables correspondant à des événements réels qui s'étaient produits pendant leur réanimation. Un cas en particulier a attiré l'attention de la communauté scientifique. Un homme de 57 ans a été capable de décrire avec une précision remarquable les événements qui s'étaient déroulés pendant sa réanimation, incluant les actions du personnel médical et les sons d'un appareil qui émet des signaux sonores toutes les 3 minutes. Ces descriptions étaient chronologiquement exactes et correspondaient à une période où il n'avait aucune activité cardiaque mesurable. Cependant, aucun patient n'a été réanimé dans une salle contenant les cibles visuelles sur les étagères, ce qui signifie que le test des images n'a pu être concluant. Les sceptiques ont souligné cette limite. Les partisans ont noté que la probabilité d'un arrêt cardiaque dans une salle spécifique était statistiquement très faible et que les résultats, bien qu'incomplets, étaient suffisamment troublants pour justifier une étude plus approfondie. L'étude AWARE 2, lancée par la suite, a élargi le champ de recherche et a utilisé des technologies plus avancées pour mesurer l'activité cérébrale en temps réel pendant les arrêts cardiaques. Les résultats, publiés progressivement à partir de 2023, ont confirmé plusieurs observations de la première phase et en ont ajouté de nouvelles. En particulier, l'étude a confirmé que certains patients conservent une forme de conscience pendant l'arrêt cardiaque même en l'absence d'activité cérébrale, mesurable par les méthodes conventionnelles. Cette découverte à elle seule est profondément troublante, car elle suggère soit que notre technologie de mesure n'est pas assez sensible pour détecter des niveaux très bas d'activité cérébrale, soit que la conscience peut exister indépendamment de l'activité cérébrale détectable. Les chercheurs ont catégorisé les expériences de mort imminente en plusieurs types distincts. Le premier type est l'expérience du tunnel et de la lumière. C'est le stéréotype classique de l'EMI, mais il est important de noter qu'il est basé sur des milliers de témoignages remarquablement cohérents. Les personnes décrivent être aspirées ou flotter à travers un tunnel sombre vers une lumière d'une intensité extraordinaire. Cette lumière est décrite comme chaleureuse, accueillante, aimante et d'une nature fondamentalement différente de toute lumière physique qu'elles ont connue dans leur vie. Le deuxième type est l'expérience de sortie du corps. Les personnes rapportent que leur conscience quitte leur corps physique et flotte au-dessus de la scène. Elles décrivent voir leur propre corps en contrebas, observent les tentatives de réanimation, entendent les conversations du personnel médical et parfois voient et entendent des choses dans d'autres pièces de l'hôpital. Le troisième type est la rencontre avec des personnes décédées. Les mourants rapportent avoir rencontré des parents, des amis ou d'autres personnes décédées, souvent dans un état de santé et de bonheur parfait. Le quatrième type est la revue de vie. Les personnes décrivent avoir revécu l'intégralité de leur vie en un instant, non pas de leur propre perspective, mais souvent de la perspective des personnes qu'elles ont affectées, ressentant l'impact de chacune de leurs actions sur les autres. Le cinquième type est la rencontre avec une frontière ou un point de non-retour, un lieu, une barrière ou un moment
où elles comprennent que si elles continuent, elles ne pourront pas revenir. Le 6e type est un sentiment de paix, d'amour et de compréhension d'une profondeur qu'elles décrivent comme absolument incomparable à quoi que ce soit de leur expérience terrestre. Le 7e type est l'entrée dans un autre domaine, un autre lieu, une autre dimension de réalité, décrite avec des détails vivides et une cohérence remarquable. Parmi tous les cas d'expérience de mort imminente étudiés par la science, certains se distinguent par leur caractère vérifiable et leur résistance aux explications conventionnelles. Le cas de Pam Reynolds est probablement le plus célèbre et le plus documenté de toute l'histoire de la recherche sur les EMI. En 1991, Pam Reynolds, une chanteuse et compositrice américaine de 35 ans, a subi une opération chirurgicale extraordinaire pour retirer un anévrisme géant à la base de son cerveau. La procédure s'appelle l'arrêt cardiaque hypothermique et elle est aussi radicale qu'elle en a l'air. Voici ce qui a été fait. La température de son corps a été abaissée à 15 degrés Celsius. Son cœur a été arrêté. Tout le sang a été drainé de son cerveau. Son électroencéphalogramme était plat, indiquant aucune activité cérébrale corticale. Et que des potentiels évoqués du tronc cérébral ont été surveillés en continu et n'ont montré aucune réponse, indiquant que même les structures les plus profondes de son cerveau étaient inactives. Ses yeux étaient scotchés, fermés. Des écouteurs émettant des clics à 100 décibels étaient insérés dans ses oreilles pour surveiller la fonction du tronc cérébral, ce qui signifie qu'elle était effectivement sourde aux sons extérieurs. Par toutes les mesures médicales et scientifiques disponibles, Pam Reynolds n'avait aucune activité cérébrale, aucune conscience possible, aucun moyen de percevoir quoi que ce soit. Et pourtant, après l'opération, elle a décrit avec une précision stupéfiante des détails spécifiques de la procédure chirurgicale. Elle a décrit la scie crânienne utilisée par le chirurgien, notant qu'elle ressemblait à une brosse à dents électrique et avait un boîtier interchangeable. Elle avait raison, et cet outil n'est pas un instrument chirurgical standard que le public connaîtrait. Elle a décrit que la scie émettait un son en ré naturel. Elle a rapporté des conversations spécifiques entre les membres de l'équipe chirurgicale, incluant un commentaire d'une chirurgienne sur le fait que ses artères fémorales étaient trop petites. Ce commentaire a été confirmé comme ayant effectivement eu lieu. Elle a décrit avoir quitté son corps, avoir flotté au-dessus de la table d'opération, avoir observé la scène, puis avoir été attirée vers une lumière, avoir rencontré des membres décédés de sa famille et avoir été renvoyée dans son corps. Le cas de Pam Reynolds a été examiné minutieusement par des neuroscientifiques, des anesthésiologistes et des sceptiques. Les explications conventionnelles ont été systématiquement proposées et débattues. Certains ont suggéré que ces expériences se sont produites pendant la phase d'induction de l'anesthésie, avant l'arrêt complet du cerveau, ou pendant la phase de réveil, après la reprise de l'activité cérébrale. Mais la chronologie de ces souvenirs, qui correspond à des événements survenus pendant la période d'inactivité cérébrale confirmée, rend cette explication difficile à soutenir. D'autres ont suggéré une conscience résiduelle sous anesthésie. Mais les moniteurs de fonction cérébrale n'ont détecté aucune activité pendant la période critique. Le cas reste l'un des plus troublants et des plus débattus de la littérature scientifique. Il y a d'autres cas remarquables. L'affaire de Maria et de la chaussure est devenue un classique de la littérature sur les EMI. En 1977,
une femme migrante nommée Maria a été admise au Harborview Medical Center à Seattle après un arrêt cardiaque. Après sa réanimation, elle a raconté à son assistante sociale, Kimberly Clark Sharp, qu'elle avait quitté son corps et était sortie du bâtiment de l'hôpital. Elle a décrit avoir vu une chaussure de tennis bleu foncé, usée du côté du petit orteil, avec un lacet coincé sous le talon, posé sur un rebord de fenêtre à un étage spécifique du bâtiment. Kimberly Clark Sharp est allée vérifier. Elle a trouvé la chaussure exactement là où Maria l'avait décrite, avec tous les détails exacts, y compris l'usure et le lacet. Et la chaussure était positionnée de telle manière qu'elle ne pouvait pas être vue depuis l'intérieur du bâtiment, ni depuis le sol à l'extérieur. Seule une personne flottant à l'extérieur du bâtiment, à cette hauteur spécifique, aurait pu la voir et la décrire avec cette précision. Un autre cas fascinant provient des Pays-Bas. Un homme a été amené aux urgences dans un état de coma profond après un arrêt cardiaque. Pendant les tentatives de réanimation, une infirmière a retiré son dentier et l'a placé dans un tiroir d'un chariot de soins. L'homme est resté dans le coma pendant plus d'1 semaine. Lorsqu'il a repris connaissance, il a immédiatement reconnu l'infirmière et lui a dit « Oui, vous étiez là quand j'ai été amené à l'hôpital et vous avez retiré mon dentier de ma bouche et vous l'avez mis dans ce tiroir. » Il a décrit avec précision la salle, la disposition des appareils et les autres personnes présentes, le tout pendant une période où il était en arrêt cardiaque et en coma profond. Face à ces cas et à des milliers d'autres similaires, la science a proposé plusieurs explications. L'explication la plus conventionnelle est l'hypothèse du cerveau mourant que nous avons déjà mentionnée. Selon cette hypothèse, toutes les caractéristiques des expériences de mort imminente peuvent être expliquées par les processus neurochimiques qui se produisent dans un cerveau privé d'oxygène. Le tunnel de lumière, par exemple, pourrait être expliqué par la mort progressive des cellules de la rétine. Les cellules à la périphérie de la rétine qui reçoivent moins d'oxygène meurent en premier, tandis que les cellules centrales survivent plus longtemps, créant littéralement une vision en tunnel avec un point de lumière au centre. La sensation de paix et d'euphorie pourrait être expliquée par la libération massive d'endorphines, les opiacés naturels du cerveau, qui se produit en réponse au stress extrême de la mort. La revue de vie pourrait être causée par une activité épileptique dans le lobe temporal, qui est connu pour produire des flashbacks mémoriels intenses lorsqu'il est stimulé. Les rencontres avec des personnes décédées pourraient être des hallucinations générées par un cerveau en mode de panique, puisant dans les souvenirs les plus réconfortants disponibles. L'expérience de sortie du corps pourrait être causée par une disruption de la jonction temporopariétale qui est responsable de notre sens de la localisation corporelle. Il y a aussi l'hypothèse du DMT. Le diméthyltryptamine est une substance psychédélique extraordinairement puissante qui produit des expériences étrangement similaires aux EMI. Sensation de sortie du corps, tunnel de lumière, rencontre avec des entités, sentiment de connexion universelle, dissolution du sens du soi. Le DMT est naturellement présent dans le cerveau humain, bien qu'en très petite quantité. L'hypothèse, popularisée par le docteur Rick Strassman, suggère que la glande pinéale pourrait libérer une dose massive de DMT au moment de la mort, déclenchant l'expérience de mort imminente. C'est une hypothèse séduisante, mais il faut être honnête sur l'état des preuves. Nous n'avons pas encore démontré que la glande pinéale produit du DMT en quantité suffisante
ni qu'une libération massive se produit au moment de la mort. En 2019, une étude a montré que le cerveau des rats contient du DMT et que ces niveaux augmentent après un arrêt cardiaque, ce qui est suggestif mais loin d'être concluant pour les humains. Mais l'hypothèse du cerveau mourant, malgré son élégance, se heurte à plusieurs problèmes sérieux que la communauté scientifique n'a pas réussi à résoudre de manière satisfaisante. Premièrement, les EMI avec perception véridique. Comment expliquer les cas où des personnes rapportent des informations vérifiables, précises et spécifiques sur des événements qui se sont produits pendant leur arrêt cardiaque, des informations qu'elles n'auraient pas pu obtenir par des moyens conventionnels? Les sceptiques invoquent la mémoire reconstructive, l'information obtenue inconsciemment du personnel médical après le réveil. C'est où une conscience résiduelle sous le seuil de détection de nos instruments. Mais ces explications ne couvrent pas tous les cas, en particulier ceux où les détails décrits sont très spécifiques et vérifiés immédiatement après le réveil, avant toute contamination possible. Deuxièmement, les EMI en l'absence d'activité cérébrale mesurable. Si les EMI sont produites par l'activité du cerveau mourant, comment expliquer les cas comme celui de Pam Reynolds, où l'activité cérébrale était à 0 selon tous les instruments disponibles? Les sceptiques répondent que nos instruments ne sont peut-être pas assez sensibles pour détecter des niveaux très bas d'activité neuronale. C'est possible, mais c'est aussi une réponse qui repose sur un postulat non vérifié. Troisièmement, la cohérence des EMI à travers les cultures, les âges et les croyances. Si les EMI étaient purement des produits du cerveau mourant, on s'attendrait à ce qu'elles soient essentiellement identiques chez tout le monde, puisque la biochimie de la mort est universelle. Ou alors, on s'attendrait à ce qu'elles soient entièrement différentes selon les attentes culturelles, puisque les hallucinations sont fortement influencées par les croyances. Mais ce que l'on observe est un mélange fascinant des deux. Il y a un noyau d'éléments universels, le tunnel, la lumière, le sentiment de paix, la rencontre avec des êtres, la revue de vie, qui apparaissent dans toutes les cultures. Mais les détails spécifiques varient selon les attentes culturelles. Un chrétien occidental pourrait voir Jésus, tandis qu'un hindou pourrait rencontrer Yamaraj, le dieu de la mort. Et un enfant occidental pourrait rencontrer un animal de compagnie décédé, tandis qu'un adulte rencontrerait un parent. Ce mélange de constantes universelles et de variations culturelles est difficile à expliquer par un modèle purement biochimique. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus troublant, les EMI chez les aveugles de naissance. Il existe des cas documentés de personnes aveugles congénitales, des personnes qui n'ont jamais eu la moindre expérience visuelle de leur vie, qui rapportent des EMI incluant des perceptions visuelles. Elles décrivent avoir vu des couleurs, des formes, des personnes, de la lumière, pendant leur expérience de mort imminente. Comment un cerveau qui n'a jamais traité d'informations visuelles, qui n'a aucune architecture neuronale développée pour le traitement visuel, peut-il générer une hallucination visuelle? C'est un problème considérable pour l'hypothèse du cerveau mourant. Kenneth Ring et Sharon Cooper ont documenté ces cas dans leur étude Mindsight, et les résultats restent difficiles à intégrer dans un cadre purement matérialiste. Cinquièmement, les EMI chez les jeunes enfants. Des enfants de 2 ou 3 ans, trop jeunes pour avoir été exposés aux récits culturels sur la mort et l'au-delà, rapportent
des expériences qui suivent le même schéma que celles des adultes. Ils décrivent des tunnels, de la lumière, des rencontres avec des personnes décédées qu'ils n'ont parfois jamais connues et dont ils décrivent l'apparence avec précision. L'étude la plus connue dans ce domaine a été menée par le docteur Melvin Morse, qui a étudié des enfants survivants d'arrêt cardiaque et a trouvé que leurs expériences correspondaient remarquablement à celles des adultes, malgré leur manque d'exposition culturelle au concept de MI. Il y a aussi un détour fascinant par l'histoire. L'idée que la mort implique un voyage, un tunnel, une lumière et des rencontres n'est pas une invention du XXe siècle. Platon, dans la République, écrite vers 380 avant notre ère, raconte le mythe d'Hère, l'histoire d'un soldat tué au combat qui revient à la vie sur son bûcher funéraire et décrit un voyage hors de son corps, un passage à travers un lieu lumineux, des rencontres avec des âmes et un jugement de sa vie. Au Moyen Âge, des moines ont documenté des récits étonnamment similaires de personnes revenues de la mort. Le vénérable Bede, historien anglais du 8e siècle, et a rapporté le cas d'un homme nommé Drithelm qui est mort et revenu à la vie lors de ses funérailles, et a décrit un voyage incluant des êtres lumineux, un guide et une frontière qu'il ne devait pas franchir. La persistance de ces récits à travers des millénaires et des cultures n'a pas de valeur d'être prouvée, mais elle a aussi une valeur en ce qui concerne le fait de démontrer l'universalité du phénomène. L'un des chercheurs les plus connus dans la tentative d'expliquer les deux MI par la neuroscience est Michael Persinger, un neuroscientifique canadien qui a développé ce qu'il a appelé le casque de Dieu. Ce dispositif utilise des champs électromagnétiques faibles pour stimuler les lobes temporaux du cerveau. Persinger a affirmé que son appareil pouvait induire des expériences similaires au EMI, sentiment de présence, vision lumineuse, sensation de sortie du corps, sentiment de connexion avec une réalité plus vaste. Ces expériences ont été largement médiatisées et ont été présentées comme la preuve que les expériences mystiques et les EMI n'étaient que des artefacts de la stimulation du lobe temporal. Cependant, lorsque d'autres chercheurs ont tenté de reproduire ces résultats dans des conditions strictement contrôlées, incluant des procédures en double aveugle, les résultats n'ont pas été confirmés. Une équipe suédoise, en particulier, a trouvé que les effets rapportés par les sujets de Persinger étaient probablement dus à la suggestibilité plutôt qu'à la stimulation électromagnétique elle-même. Cela ne signifie pas que la stimulation du lobe temporal ne peut pas produire des expériences inhabituelles. Wilder Penfield, le grand neurochirurgien, a montré dès les années 1950 que la stimulation directe du cortex temporal peut déclencher des flashbacks mémoriels et des expériences de déjà-vu. Mais la question est de savoir si ces expériences induites artificiellement sont vraiment les mêmes que les EMI spontanés. Et la réponse semble être que, bien qu'elles partagent certaines caractéristiques, elles ne sont pas identiques. Les recherches sur les EMI à travers les cultures ont révélé des résultats fascinants. Des études comparatives entre les EMI rapportées en Occident, en Inde, en Afrique, en Chine, au Japon et dans d'autres cultures ont montré un mélange remarquable de similitudes et de différences. Les éléments communs incluent presque universellement une sensation de quitter le corps, un voyage à travers un espace sombre vers la lumière, une rencontre avec des êtres
provoquer un sentiment de paix profonde et un point de non-retour. Mais les détails culturels varient. Dans les EMI indiennes, par exemple, les mourants rapportent souvent avoir été emmenés par des messagers de Yamaraj qui consultent un registre et découvrent parfois qu'il y a eu une erreur et que la mauvaise personne a été prise. Dans les EMI africaines, les rencontres impliquent souvent des esprits ancestraux et des paysages naturels. Dans les EMI japonaises, les mourants rapportent souvent avoir traversé une rivière ou un champ de fleurs. Ces variations culturelles sont-elles la preuve que les EMI sont des constructions du cerveau influencées par les attentes culturelles? Ou sont-elles la preuve que l'expérience sous-jacente est réelle, mais interprétée à travers le prisme de chaque culture? De la même manière qu'un lever de soleil est le même phénomène physique, mais est décrit et interprété différemment par un poète, un physicien et un peintre. Maintenant, quittons le domaine de l'esprit et revenons au corps. Parce que ce qui arrive au corps après la mort est lui-même un processus d'une complexité fascinante. Un dernier acte biologique qui dure des jours, des semaines, des mois et des années. C'est une histoire que peu de gens connaissent en détail, et c'est une histoire qui révèle quelque chose de profond sur la nature de la vie elle-même. Dans les premières heures après la mort, plusieurs processus se mettent en marche simultanément. Le premier est l'algor mortis, le refroidissement du corps. Privé de la chaleur générée par le métabolisme, le corps commence à se refroidir vers la température ambiante. Le taux moyen de refroidissement est d'environ 1,5 degrés Fahrenheit, soit environ 0,83 degrés Celsius par heure, mais ce taux varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs. La taille du corps, la quantité de graisse corporelle qui agit comme isolant, les vêtements, la température ambiante, la circulation d'air. Un corps mince dans une pièce froide se refroidira beaucoup plus vite qu'un corps corpulent dans une pièce chaude. Les médecins légistes utilisent le taux de refroidissement pour estimer l'heure du décès, bien que cette méthode soit notoirement imprécise et ne soit qu'un outil parmi d'autres. Le deuxième processus est le pallor mortis, le blanchissement. Dans les 15 à 20 minutes suivant la mort, la peau commence à pâlir, à prendre un aspect cireux. C'est parce que le sang, n'étant plus pompé par le cœur, il cesse de circuler. Les petits capillaires sous la surface de la peau se vident. La couleur rosée de la peau vivante, qui est en réalité la couleur du sang oxygéné, vue à travers la peau, disparaît. Le troisième processus est la livor mortis, l'installation de la lividité. Lorsque le sang cesse de circuler, la gravité prend le relais. Le sang commence à se déposer dans les parties les plus basses du corps. Si la personne est sur le dos, le sang s'accumule dans le dos, les fesses et l'arrière des jambes. Cela crée une décoloration violet-rougeâtre, appelée lividité cadavérique. Dans les premières heures, cette lividité est mobile. Si vous retournez le corps, le sang se déplacera vers les nouveaux points bas. Mais après 8 à 12 heures, la lividité se fixe. Le sang coagule dans les tissus et ne se déplace plus. C'est pourquoi les médecins légistes peuvent déterminer si un corps a été déplacé après la mort. Si la lividité ne correspond pas à la position dans laquelle le corps a été trouvé, quelqu'un l'a bougé. Cet outil simple a aidé à résoudre d'innombrables enquêtes criminelles. Mais pendant que ces changements visibles se produisent à l'extérieur, quelque chose de bien plus intéressant se passe à l'intérieur. Vos cellules
ne meurent pas toutes en même temps. Ce que vous considérez comme un événement unique, la mort, est en réalité un processus étagé dans lequel différentes parties de votre corps meurent à des rythmes très différents. Vos neurones les plus sensibles dans le cortex cérébral peuvent mourir en 4 à 6 minutes sans oxygène, mais vos globules blancs, les cellules de votre système immunitaire, peuvent rester actifs pendant des heures. Vos cellules de peau sont encore vivantes jusqu'à 12 heures après votre mort. Les bactéries dans vos intestins, qui étaient vos alliés dans la digestion pendant votre vie, ne savent pas que vous êtes mort. Elles continuent leur travail. Et les cellules musculaires conservent un certain degré de réactivité pendant des heures, ce qui peut produire des contractions et des mouvements qui sont profondément perturbants pour quiconque les observe. C'est cette mort étagée qui conduit au phénomène de la rigor mortis, la rigidité cadavérique, l'un des signes les plus connus et les plus mal compris de la mort. La rigor mortis commence entre 2 et 6 heures après la mort et est le résultat direct de l'épuisement de l'ATP dans les cellules musculaires. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre comment fonctionne un muscle. Un muscle se contracte lorsque 2 protéines, l'actine et la myosine, glissent l'une sur l'autre et s'accrochent ensemble. Pour que le muscle se relâche, ces protéines doivent être séparées et c'est l'ATP qui fournit l'énergie nécessaire à cette séparation. Pas d'ATP, pas de séparation. Les protéines restent verrouillées ensemble. Tous les muscles du corps se figent dans la position qu'ils occupaient au moment de l'épuisement de l'ATP. La rigor mortis commence dans les petits muscles du visage, les paupières, la mâchoire, puis progresse vers les muscles plus grands du tronc et des membres. Le corps entier est rigide en environ 12 heures. Puis, après 24 à 48 heures, la rigor mortis se dissipe. Pas parce que l'ATP revient, mais parce que les enzymes cellulaires, et libérées par la rupture des membranes cellulaires, commencent à digérer les protéines musculaires elles-mêmes. L'actine et la myosine sont dégradées. Les verrouillages se rompent. Le corps redevient flasque. C'est le début d'un processus beaucoup plus vaste et plus radical. Mais avant de poursuivre avec la décomposition, il y a une découverte scientifique récente qui mérite une attention particulière, car elle touche directement à la question de la frontière entre la vie et la mort. En 2021, des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont publié une étude stupéfiante sur ce qu'ils ont appelé les gènes zombies. Ils ont découvert que certains gènes, des gènes qui n'avaient aucune fonction connue pendant la vie de l'organisme, s'activent après la mort. Plus précisément, dans les heures suivant la mort, et des centaines de gènes changent leur niveau d'expression. Certains s'éteignent, comme on pourrait s'y attendre, mais d'autres s'allument. Et les gènes qui s'allument ne le font pas de manière aléatoire. Ils suivent un schéma organisé, presque orchestré. Parmi les gènes qui s'activent après la mort, il y a des gènes liés à l'inflammation, au stress cellulaire et, de manière extraordinaire, au développement. Des gènes qui normalement ne sont actifs que pendant le développement embryonnaire, se remettent en marche après la mort. Les cellules gliales du cerveau, les cellules de soutien qui entourent les neurones, sont particulièrement affectées. Après la mort, ces cellules ne se contentent pas de survivre. Elles croissent. Elles développent des prolongements tentaculaires, comme si elles essayaient de faire quelque chose.
comme si elles avaient un programme post-mortem que l'évolution a encodé dans notre ADN. Pourquoi l'évolution créerait-elle des gènes qui ne s'activent qu'après la mort? Quel avantage de survie cela pourrait-il conférer? C'est un mystère qui est encore loin d'être résolu. Certains chercheurs spéculent que ces gènes pourraient jouer un rôle dans la réponse à des situations de quasi-mort, aidant les cellules à survivre et à se réparer dans les cas où la mort n'est que temporaire. D'autres pensent que c'est simplement un artefact des gènes qui s'activent parce que les mécanismes de régulation qui les maintenaient inactifs ont cessé de fonctionner. Mais aucune explication n'est entièrement satisfaisante. Et l'implication pour la médecine est considérable. Si les cellules sont encore actives et les gènes encore en train de changer des heures après la mort, la fenêtre pour la préservation et la transplantation d'organes pourrait être plus large que nous ne le pensions. Le processus de décomposition proprement dit commence par l'autolyse, littéralement l'autodestruction. C'est votre propre corps qui se digère lui-même. Les enzymes qui étaient contenues à l'intérieur de vos cellules, soigneusement compartimentées dans des structures appelées lysosomes, sont libérées lorsque les membranes cellulaires se rompent. Ces enzymes ne font pas de distinction entre une protéine étrangère à digérer et les protéines de votre propre corps. Elles digèrent tout. Le premier organe à être significativement affecté est le pancréas, ce qui est d'une ironie biologique parfaite. Le pancréas est l'organe qui produit les enzymes digestives qui décomposent votre nourriture pendant votre vie. Après votre mort, ces mêmes enzymes se retournent contre l'organe qui les a créées. Et le pancréas commence à se digérer lui-même. Ensuite, les enzymes, libérées par les cellules mourantes de tout le corps, commencent à décomposer les tissus de l'intérieur. Les membranes cellulaires se dissolvent. Le contenu des cellules se répand. Les protéines se dénaturent. Les graisses se liquéfient en main. C'est un processus silencieux, invisible de l'extérieur, mais d'une violence biochimique considérable. Après 1 à 3 jours, un nouveau protagoniste entre en scène. Les bactéries. Les billions de bactéries qui vivaient dans votre intestin. Cette vaste communauté de micro-organismes que nous appelons le microbiome et qui pendant votre vie jouait un rôle crucial dans votre digestion, votre immunité et même votre humeur, ces bactéries n'ont plus de système immunitaire pour les contenir. Elles commencent à se répandre hors de l'intestin et envahissent les tissus environnants. Elles décomposent les tissus et produisent des gaz en quantité croissante. Du méthane, du sulfure d'hydrogène qui donne l'odeur caractéristique de la décomposition, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone. Ces gaz s'accumulent à l'intérieur du corps, causant un gonflement qui peut être spectaculaire. Le ventre, le visage, les extrémités gonflent. La peau change de couleur, passant du vert au pourpre au noir, à mesure que les pigments du sang se décomposent et que les gaz se répandent sous la peau. Et c'est le stade de la putréfaction. Et il est aussi peu appétissant qu'il en a l'air. Entre le 5e et le 10e jour environ, le corps entre dans la phase de décomposition active. C'est la période de dégradation la plus rapide. Les tissus mous se liquéfient. La peau se décolle. Les cheveux et les ongles se détachent, non pas parce qu'ils continuent de pousser, après la mort, un mythe tenace, mais parce que la peau autour d'eux se rétracte, donnant l'illusion d'une croissance. C'est aussi le moment où les insectes jouent leur rôle le plus spectaculaire. Les mouches, attirées par l'odeur de la décomposition,
ont commencé à pondre leurs œufs dans les ouvertures naturelles du corps dès les premières heures après la mort. Ces œufs ont éclos en larves, les asticots, qui se nourrissent des tissus en décomposition avec une efficacité remarquable. Un seul corps humain peut attirer et nourrir des centaines de milliers d'asticots. Leur activité génère de la chaleur. La température à l'intérieur d'une masse d'asticots peut dépasser 40 degrés Celsius, ce qui accélère encore la décomposition. L'entomologie médico-légale, la science qui étudie les insectes associés aux cadavres, est devenue un outil crucial dans les enquêtes criminelles. En identifiant les espèces d'insectes présentes et en déterminant leur stade de développement, les entomologistes peuvent estimer l'heure du décès avec une précision parfois remarquable. La décomposition avancée, qui s'étend sur des semaines et des mois, voit la disparition progressive de tous les tissus mous. Ce qui reste, ce sont les os, les dents et les cheveux parfois, et les tendons et ligaments qui se dessèchent plutôt que de se décomposer. La squelettisation complète, dans un environnement tempéré, avec exposition aux éléments et aux insectes, prend généralement entre quelques semaines et quelques mois. Mais les variations sont considérables. Dans un désert aride, un corps peut se momifier naturellement, les tissus se desséchant avant que les bactéries ne puissent les décomposer. Dans une tourbière acide et anaérobie, un corps peut être préservé pendant des millénaires, comme les célèbres corps de tourbières de l'Europe du Nord, dont certains sont si bien préservés que l'on peut encore voir les rides de leur visage et le contenu de leur dernier repas dans leur estomac. Dans les eaux profondes, les processus sont différents encore. Et même les eaux finissent par se dégrader. Lentement, très lentement, sur des années et des décennies, à mesure que les minéraux sont lessivés et que les protéines structurelles se décomposent. Mais voici la chose la plus profonde dans tout ce processus de décomposition. Rien ne disparaît. Pas un seul atome. Chaque atome de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de soufre qui composait votre corps est simplement transféré à autre chose. Aux bactéries qui vous décomposent, aux insectes qui se nourrissent de vous, au sol qui absorbe vos fluides, aux plantes qui poussent dans ce sol, aux animaux qui mangent ces plantes. Vous ne disparaissez pas. Vous êtes redistribués, recyclés, transformés. Du point de vue de la physique, vous êtes éternels. La première loi de la thermodynamique garantit que l'énergie et la matière ne peuvent être ni créées ni détruites, seulement transformées. Votre corps physique, dans ce sens le plus fondamental, ne peut pas mourir. Il peut seulement changer de forme. Mais bien sûr, ce n'est pas la question que nous posons réellement. La question n'est pas ce qui arrive à nos atomes. La question est ce qui arrive à notre conscience, à cette chose intangible, cette chose que la science ne sait même pas définir correctement. Cette chose qui est en train de lire et de comprendre ces mots en ce moment. Et c'est ici que nous entrons dans le territoire le plus profond, le plus mystérieux et le plus fascinant de toute la science moderne. Qu'est-ce que la conscience? C'est une question qui a tourmenté les philosophes pendant des millénaires et qui tourmente les scientifiques depuis que la science existe. En 1995, le philosophe David Chalmers a formulé ce qu'il a appelé le problème difficile de la conscience. Voici le problème, exprimé aussi simplement que possible. Nous pouvons expliquer, au moins en principe,
comment le cerveau traite l'information. Comment les signaux électriques voyagent le long des nerfs, comment les neurotransmetteurs traversent les synapses, comment les réseaux neuronaux s'activent en réponse à des stimuli. Nous pouvons expliquer le traitement de l'information. Ce que nous ne pouvons absolument pas expliquer, c'est pourquoi ce traitement de l'information s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi est-ce que cela fait quelque chose d'être vous? Pourquoi ne sommes-nous pas simplement des machines biologiques sophistiquées qui traitent l'information dans le noir, sans aucune expérience intérieure? Un ordinateur traite l'information. Il reçoit des données, les manipule selon des algorithmes et produit des résultats. Mais nous supposons qu'il ne ressent rien en faisant cela. Il n'y a rien que cela fait d'être un ordinateur. Alors pourquoi y a-t-il quelque chose que cela fait d'être un humain? C'est le problème difficile et il est considéré par beaucoup comme le problème le plus fondamental de toute la science. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est la conscience lorsqu'elle est présente, nous ne pouvons certainement pas comprendre ce qui lui arrive lorsqu'elle disparaît. Et c'est ici que les différentes théories scientifiques de la conscience divergent radicalement, avec des implications dramatiquement différentes pour la question de ce qui se passe après la mort. La théorie dominante, celle qui est enseignée dans la plupart des universités et que la plupart des neuroscientifiques acceptent comme point de départ, est que la conscience est un produit du cerveau. Tout comme le foie produit la bile et les reins produisent l'urine, le cerveau produit la conscience. C'est une propriété émergente de la complexité neuronale. Quand vous avez suffisamment de neurones connectés de la bonne manière, la conscience émerge, un peu comme la liquidité émerge des molécules d'eau ou la chaleur émerge du mouvement des atomes. Selon cette théorie, la conscience est entièrement dépendante du cerveau physique. Quand le cerveau meurt, la conscience s'éteint. Point final. Il n'y a rien après. Pas de noir. Pas de néant. Pas même la conscience du néant. Simplement rien. De la même manière qu'il n'y avait rien avant votre naissance. Et vous n'avez aucun souvenir des milliards d'années qui ont précédé votre existence. Vous n'avez pas souffert de cette non-existence. Vous ne l'avez pas vécue. La mort, selon cette théorie, serait exactement la même chose. Mais il existe une autre théorie, bien plus ancienne, et qui connaît un renouveau remarquable dans la science contemporaine. C'est la théorie du cerveau récepteur, aussi appelée théorie du filtre. Selon cette théorie, le cerveau ne produit pas la conscience. Il la reçoit, la filtre et la canalise. C'est la différence entre un générateur qui produit de l'électricité et un téléviseur qui reçoit un signal. Si votre téléviseur tombe en panne, les programmes ne cessent pas d'exister. Ils continuent d'être diffusés. C'est seulement le récepteur qui est endommagé. De même, si votre cerveau est endommagé ou détruit, de la conscience, selon cette théorie, ne cesse pas d'exister. Elle n'a simplement plus de récepteur pour la canaliser dans le monde physique. Cette idée n'est pas nouvelle. Le philosophe et psychologue William James, l'un des fondateurs de la psychologie moderne, l'a proposé au XIXe siècle. Aldous Huxley, l'écrivain et penseur, l'a développé dans Les portes de la perception, suggérant que le cerveau agit comme une valve réductrice qui limite la conscience pour des raisons de survie, nous empêchant d'être submergés par la totalité de la réalité. Le philosophe français Henri Bergson a proposé une idée similaire, suggérant que le cerveau est un organe d'attention à la vie
qui filtre la conscience pour la rendre pratiquement utile. Pendant longtemps, cette théorie a été considérée comme non scientifique, voire mystique. Mais elle connaît un renouveau surprenant, car plusieurs phénomènes scientifiquement documentés sont extraordinairement difficiles à expliquer dans le cadre de la théorie du cerveau producteur et semblent pointer vers un modèle de type récepteur. Le premier de ces phénomènes est la lucidité terminale. C'est un phénomène connu des professionnels de santé qui travaillent avec des patients en fin de vie, mais qui a été largement ignoré par la recherche scientifique jusqu'à récemment. La lucidité terminale se produit lorsque des patients atteints de maladies neurodégénératives graves, en particulier la maladie d'Alzheimer, retrouvent soudainement et inexplicablement une clarté mentale complète peu de temps avant leur mort. Des patients qui n'ont pas reconnu leur famille depuis des années, qui ne pouvaient pas former de phrases cohérentes et qui avaient perdu toute notion de qui ils étaient, se réveillent soudainement, reconnaissent leurs proches, mènent des conversations parfaitement lucides, se souviennent de détails de leur vie, expriment de l'amour et des adieux. Puis, ils meurent, souvent dans les heures ou les jours qui suivent. Voici pourquoi cela pose un problème fondamental pour la théorie du cerveau producteur. Les cerveaux de ces patients sont physiquement détruits par la maladie. Littéralement. Les autopsies montrent une perte massive de neurones, des plaques amyloïdes étendues, une atrophie cérébrale sévère. Le matériel physique nécessaire à la mémoire, à la reconnaissance faciale, au langage, à la pensée cohérente est gravement endommagé ou absent. Et pourtant, la conscience revient intacte, lucide, fonctionnelle. Alors, comment un organe détruit peut-il soudainement produire son output le plus sophistiqué juste avant de cesser de fonctionner entièrement? C'est comme si une ampoule grillée se mettait à briller plus fort que jamais juste avant de s'éteindre définitivement. Dans le cadre de la théorie du cerveau producteur, c'est paradoxal. Dans le cadre de la théorie du cerveau récepteur, cela a un sens. Le filtre, le récepteur endommagé par la maladie, cesse de bloquer le signal de la conscience au moment de la mort, permettant une brève période de transmission claire avant que le récepteur ne se déconnecte définitivement. Le deuxième phénomène troublant est le cas des personnes vivant avec des cerveaux sévèrement réduits. Le cas le plus célèbre est celui d'un fonctionnaire français qui s'est présenté à l'hôpital en 2007 pour un problème de jambe. Et que lorsque les médecins ont fait un scanner cérébral de routine, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Son crâne était presque entièrement rempli de liquide. L'hydrocéphalie chronique avait progressivement comprimé son cerveau contre les parois de son crâne, ne laissant qu'une fine couche de tissu cérébral. Environ 90% de son volume cérébral était constitué de liquide, pas de cerveau. Et pourtant, cet homme vivait une vie normale. Il était marié, avait 2 enfants, occupait un emploi de fonctionnaire. Son QI était de 75, en dessous de la moyenne, mais fonctionnel. Il n'était pas un génie, mais il était une personne pleinement consciente, capable de fonctionner dans la société, avec 10% d'un cerveau normal. Si la conscience est produite par le cerveau, et si davantage de neurones signifie davantage de conscience, et moins de neurones signifie moins de conscience, comment cet homme pouvait-il avoir une conscience à peu près normale, avec une fraction minuscule du tissu cérébral attendu? Il y a d'autres cas similaires, des personnes nées avec des conditions qui réduisent considérablement la quantité de tissu cérébral et qui fonctionnent néanmoins de manière remarquablement normale. Et il y a
le syndrome savant acquis, dans lequel des personnes développent des capacités extraordinaires, mathématiques, artistiques, musicales, après un traumatisme cérébral. Non pas malgré la lésion cérébrale, mais apparemment à cause d'elle. Comme si la destruction de certaines parties du cerveau libérait des capacités qui étaient auparavant filtrées ou supprimées. Et ces phénomènes ne prouvent pas la théorie du cerveau récepteur. Il est important de le souligner. Mais ils constituent des anomalies significatives que la théorie dominante peine à expliquer. Et ils donnent un soutien empirique, même s'il est indirect, à l'idée que la relation entre le cerveau et la conscience pourrait être plus complexe que le simple modèle de production. Et c'est ici que nous entrons dans le domaine le plus spéculatif, le plus controversé et le plus fascinant de toute la discussion, les théories quantiques de la conscience et leurs implications pour ce qui se passe après la mort. Accrochez-vous, parce que cela va devenir vertigineux. En 1989, le mathématicien et physicien Roger Penrose, l'un des plus grands esprits scientifiques du XXe siècle et futur lauréat du prix Nobel de physique, en 2020, a publié un livre intitulé « L'esprit du roi ». Dans ce livre, Penrose a avancé un argument audacieux. La conscience ne peut pas être le résultat d'un calcul classique. Il a utilisé le théorème d'incomplétude de Gödel pour argumenter que la compréhension mathématique humaine dépasse ce que tout algorithme, toute machine de Turing, toute computation classique pourrait accomplir. Cela signifie, selon Penrose, que quelque chose d'autre est à l'œuvre dans le cerveau, quelque chose qui n'est pas de la computation classique. Et ce quelque chose, a-t-il proposé, est la mécanique quantique. Penrose s'est ensuite associé à Stuart Hameroff, un anesthésiologiste et chercheur en conscience de l'Université d'Arizona, pour développer une théorie spécifique, la théorie de la réduction objective orchestrée, ou OR. Voici l'idée centrale et simplifiée, mais préservant l'essentiel. À l'intérieur de chaque neurone, il y a des structures appelées microtubules. Ce sont de minuscules tubes constitués de protéines appelées tubulines, et ils forment le squelette interne de la cellule. Pendant longtemps, on a pensé que les microtubules n'avaient qu'un rôle structurel. Mais Hameroff a proposé que les microtubules pourraient être le siège de processus quantiques. Spécifiquement, les sous-unités de tubulines pourraient exister dans des états de superposition quantique, étant simultanément dans deux états différents jusqu'à ce qu'un processus appelé réduction objective les fasse s'effondrer dans un état défini. Selon Penrose et Hameroff, c'est cet effondrement, cette réduction objective, qui est le moment fondamental de la conscience. Chaque moment de conscience est un événement quantique, un effondrement de la superposition dans les microtubules des neurones. Les implications de cette théorie pour la mort sont vertigineuses. Si la conscience est fondamentalement un processus quantique, alors elle obéit aux lois de la mécanique quantique. Et l'une des propriétés les plus fondamentales de l'information quantique est qu'elle ne peut pas être détruite. C'est le principe de conservation de l'information quantique, qui est considéré comme l'un des principes les plus fondamentaux de la physique. Si la conscience est de l'information quantique stockée dans les microtubules du cerveau, et si l'information quantique ne peut pas être détruite, alors que se passe-t-il lorsque le cerveau meurt? Selon Hameroff, l'information quantique ne disparaît pas. Elle se dissipe dans l'univers en général.
Elle retourne au tissu fondamental de la réalité, comme une vague qui retourne à l'océan. Et si les conditions sont réunies, cette information pourrait être recaptée par un autre système physique, d'une manière ou d'une autre. Hameroff est allé jusqu'à suggérer que cette information quantique, libérée au moment de la mort, pourrait être ce que les traditions spirituelles appellent l'âme, et que les expériences de mort imminente pourraient se produire lorsque cette information quantique quitte le cerveau, mais est réintégrée lorsque le patient est réanimé. Je dois souligner que la théorie ORC-OR est extrêmement controversée. De nombreux physiciens et neuroscientifiques la rejettent, arguant que le cerveau est trop chaud et trop bruyant pour que des processus quantiques cohérents puissent s'y maintenir. La décohérence quantique, le processus par lequel les états quantiques sont perturbés par l'interaction avec l'environnement, devrait détruire toute superposition quantique dans le cerveau en une fraction de seconde. Cependant, des découvertes récentes en biologie quantique ont montré que des processus quantiques cohérents peuvent effectivement exister dans des systèmes biologiques chauds et désordonnés. La photosynthèse, par exemple, utilise la cohérence quantique pour transférer l'énergie avec une efficacité de presque 100%. Les enzymes semblent utiliser le tunnel quantique pour accélérer les réactions chimiques. Les oiseaux migrateurs semblent utiliser l'intrication quantique dans leur rétine pour détecter le champ magnétique terrestre. Si la mécanique quantique joue un rôle dans la photosynthèse, dans les réactions enzymatiques et dans la navigation des oiseaux, est-il vraiment si invraisemblable qu'elle joue un rôle dans la conscience? La mécanique quantique elle-même a des propriétés qui semblent presque conçues pour rendre la question de la mort plus mystérieuse qu'elle ne l'est déjà. Considérez l'intrication quantique. C'est le phénomène par lequel deux particules deviennent liées, de telle sorte que l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein l'appelait l'action fantomatique à distance et pensait que c'était la preuve que la mécanique quantique était incomplète. Mais des expériences ont prouvé que l'intrication est réelle. Des particules intriquées sont corrélées instantanément, pas à la vitesse de la lumière, mais instantanément, comme si la distance entre elles n'existait pas. Cela suggère que, à un niveau fondamental, l'espace tel que nous le concevons pourrait être une illusion. Les choses qui semblent séparées dans l'espace pourraient être fondamentalement connectées d'une manière que notre intuition classique ne peut pas appréhender. Si la conscience est un phénomène quantique, et si les phénomènes quantiques transcendent les limites de l'espace, alors la conscience pourrait-elle aussi transcender les limites du corps physique? C'est une spéculation, pas une conclusion scientifique, mais c'est une spéculation fondée sur des principes physiques bien établis. Et puis, il y a l'expérience de la double fente, l'une des expériences les plus fondamentales et les plus déconcertantes de toute la physique. Quand on envoie des particules individuelles, des électrons, des photons, à travers deux fentes, elles créent un motif d'interférence sur l'écran derrière les fentes, comme si chaque particule passait simultanément par les deux fentes. C'est le comportement quantique normal, la superposition. Mais voici le point crucial. Quand on place un détecteur pour observer par quelle fente chaque particule passe, le motif d'interférence disparaît. Les particules se comportent comme si elles ne passaient que par une seule fente. L'acte d'observation semble changer le comportement de la réalité physique. De nombreuses interprétations ont été proposées
pour expliquer ce phénomène. Et la plupart n'impliquent pas la conscience. Mais certains des fondateurs de la mécanique quantique, comme Eugen Wigner et John von Neumann, ont soutenu que la conscience de l'observateur joue un rôle fondamental dans la mécanique quantique. Selon cette interprétation, la conscience n'est pas un sous-produit de la physique. La physique est, d'une certaine manière, un produit de la conscience. La conscience est primordiale, pas secondaire. C'est cette ligne de pensée qui a conduit le biologiste Robert Lanza à développer sa théorie du biocentrisme, qui place la conscience au centre même de la réalité. Selon le biocentrisme, la mort, telle que nous la concevons, n'est qu'une illusion créée par notre conscience. Le temps et l'espace ne sont pas des réalités objectives, mais des constructions de la conscience, et des outils qu'elle utilise pour organiser ses expériences. Lanza s'appuie sur la mécanique quantique pour argumenter que le monde physique n'a pas d'existence indépendante de l'observation. Si le monde physique dépend de la conscience pour exister, alors la conscience ne peut pas dépendre du monde physique. La conscience est plus fondamentale que la matière. Et si la conscience est plus fondamentale que la matière, elle ne peut pas être détruite par la mort de la matière. C'est un argument logique élégant, mais qui repose sur des prémices que beaucoup de scientifiques contestent. L'interprétation de la mécanique quantique sur laquelle Lanza s'appuie, l'idée que la conscience est nécessaire pour effondrer la fonction d'onde, est loin de faire l'unanimité parmi les physiciens. D'autres interprétations de la mécanique quantique, comme l'interprétation des mondes multiples ou l'interprétation de Bohm, n'attribuent aucun rôle spécial à la conscience. Néanmoins, le biocentrisme de Lanza a attiré une attention considérable et illustre à quel point la frontière entre la physique fondamentale et la question de la conscience après la mort est devenue floue. Il existe une autre théorie qui mérite une attention approfondie, la théorie holonomique du cerveau, développée par le neuroscientifique Karl Pribram, en collaboration avec le physicien David Bohm. Pribram a passé des décennies à étudier comment les souvenirs sont stockés dans le cerveau, et il a découvert quelque chose de surprenant. Les souvenirs ne semblent pas être stockés dans des localisations spécifiques. Vous pouvez retirer de larges portions du cerveau d'un animal et il conservera ses souvenirs, même s'ils sont un peu dégradés. C'est comme si les souvenirs étaient distribués dans l'ensemble du cerveau plutôt que localisés dans des cellules spécifiques. Cela a conduit Pribram à proposer que le cerveau stocke l'information de manière holographique. Un hologramme a une propriété remarquable. Si vous coupez un hologramme en deux, chaque moitié contient l'image entière, pas la moitié de l'image. L'information est distribuée dans l'ensemble du support. De même, Pribram a proposé que les souvenirs et la conscience sont distribués dans l'ensemble du cerveau sous forme de motifs d'interférence, similaires aux motifs d'interférence qui encodent l'information dans un hologramme. David Bohm, de son côté, a développé une interprétation de la mécanique quantique connue sous le nom d'ordre impliqué. Selon Bohm, la réalité que nous percevons, si l'ordre expliqué ou déplié n'est qu'une manifestation superficielle d'un ordre plus profond et plus fondamental, l'ordre impliqué ou enveloppé, dans lequel tout est interconnecté. Lorsque Pribram et Bohm ont combiné leurs idées, le résultat était une vision de l'univers comme un gigantesque hologramme dans lequel chaque partie contient l'information du tout et dans lequel la conscience n'est pas confinée au cerveau,
mais est une propriété fondamentale de l'univers holographique tout entier. La mort, dans ce cadre, ne serait pas la fin de la conscience, mais un changement dans la manière dont la conscience se manifeste, un passage de l'ordre expliqué à l'ordre impliqué, du monde déplié au monde enveloppé. Cette idée d'un univers holographique a reçu un soutien inattendu de la physique théorique. En 1997, le physicien Juan Maldacena a proposé la correspondance ADS/CFT, un résultat mathématique qui montre qu'une théorie de la gravité dans un espace à un certain nombre de dimensions est équivalente à une théorie quantique sur la frontière de cet espace avec une dimension de moins. C'est comme dire que toute l'information d'un volume tridimensionnel peut être encodée sur sa surface bidimensionnelle, exactement comme un hologramme. Gérard 't Hooft et Leonard Susskind ont développé cette idée en un principe holographique général, suggérant que l'intégralité de l'univers pourrait être une projection holographique d'informations encodées sur une surface éloignée. Si la conscience est de l'information, et si toute l'information de l'univers est encodée holographiquement sur une surface fondamentale, alors la conscience existe aussi sur cette surface fondamentale, d'une manière qui est indépendante de sa manifestation locale dans un cerveau particulier. Ce qui nous amène à l'un des paradoxes les plus célèbres de la physique moderne, le paradoxe de l'information du trou noir. Lorsque quelque chose tombe dans un trou noir, l'information qu'il contient semble être perdue à jamais, enfermée derrière l'horizon des événements. Mais cela viole un principe fondamental de la mécanique quantique, l'unitarité, qui stipule que l'information quantique ne peut jamais être détruite. Stephen Hawking a passé des décennies à débattre de ce paradoxe avec d'autres physiciens et a fini par concéder, lors d'un célèbre pari avec Kip Thorne et John Preskill, que l'information n'est en effet pas détruite, même par un trou noir. Elle est en quelque sorte préservée et éventuellement restituée à l'univers lorsque le trou noir s'évapore par rayonnement de Hawking. Si l'information ne peut pas être détruite, même par la force gravitationnelle la plus extrême de l'univers, si c'est un principe si fondamental que même les trous noirs doivent s'y soumettre, alors que se passe-t-il avec l'information que constitue votre conscience lorsque votre cerveau meurt? Si la conscience est de l'information, et si l'information ne peut pas être détruite, alors, dans un sens très précis et très physique, votre conscience ne peut pas être détruite non plus. Elle doit aller quelque part. Elle doit être transformée en autre chose. Elle doit être préservée d'une manière ou d'une autre. Mais sous quelle forme? À quel endroit? C'est la question à laquelle la physique ne peut pas encore répondre. Il existe encore une autre théorie qui mérite d'être mentionnée dans ce contexte, la théorie de l'information intégrée, ou IIT, développée par le neuroscientifique Giulio Tononi. L'IIT propose que la conscience est identique à l'information intégrée, une quantité que Tononi appelle phi. Phi mesure la quantité d'informations générées par un système qui est à la fois intégré, c'est-à-dire irréductible à ses parties constituantes, et différencié, c'est-à-dire ayant un grand nombre d'états possibles. Selon l'IIT, tout système qui possède un phi suffisamment élevé est conscient. Cela ne se limite pas au cerveau. En principe, tout système physique suffisamment complexe et intégré pourrait être conscient, y compris des réseaux d'organismes, des écosystèmes, qui voient l'univers lui-même. C'est une forme de panpsychisme, l'idée que la conscience est une propriété fondamentale et omniprésente de la réalité. L'implication pour la mort
et profonde. Si la conscience est fondamentalement de l'information intégrée, et si l'information intégrée est une propriété de l'univers physique lui-même, alors la mort d'un cerveau individuel ne signifie pas la fin de la conscience. Cela signifie la fin d'une configuration particulière de conscience, la dissolution d'un pattern spécifique de phi. Mais le phi sous-jacent, l'information intégrée de l'univers, persiste. Votre conscience individuelle est comme un tourbillon dans une rivière. Le tourbillon a une forme, une identité, une persistance temporaire. Mais quand le tourbillon se dissipe, l'eau ne cesse pas d'exister. Elle retourne au flux. De même, et quand votre conscience individuelle se dissipe à la mort, l'information intégrée dont elle était faite ne cesse pas d'exister. Elle retourne au flux universel.